4 prochaines années. Madbouli a déclaré que le gouvernement avait déjà identifié 9 milliards de dollars d'actifs qui seraient monétisés et 15 milliards de dollars supplémentaires dont il préparerait rapidement la mise sur le marché. Et nous avons à présent en ligne le Dr Essam Abdelfateh, professeur d'analyse du discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Dr Essam Abdelfateh, parlez-nous de la situation économique actuelle en Égypte à la lumière de la situation actuelle dans le monde. Il n'y a aucun doute que la crise ukrainienne s'est abattue sur l'économie mondiale en général, y compris certainement les pays comme l'Égypte et aussi les pays africains, tout le monde. Aucun pays n'a su en fait échapper aux effets néfastes, désastreux de cette crise. Eh bien, on voyait par exemple, il y a des effets par exemple qui ont été exposés à la famine, à titre d'exemple, à cause certainement de la difficulté d'importer les denrées alimentaires. En ce qui concerne la situation de l'Égypte, on sait que l'Égypte en fait est à la tête des pays importateurs du blé. Mais actuellement, cette crise parfois peut s'ériger comme un motif très puissant pour exhorter les pays, pour porter les pays certainement à faire ce qu'on appelle l'autosuffisance. L'autosuffisance, certainement, c'est un espoir pour tout le monde. Et l'Égypte, parmi ces pays-là, qui aspire à atteindre ce stade où elle peut justement se réjouir d'une autosuffisance, notamment en matière du blé et des denrées alimentaires. Le blé, bien sûr, est à la tête de la liste des denrées alimentaires. Et c'est pour cela on a vu actuellement des efforts effectués par le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, c'est-à-dire à encourager par exemple les producteurs de blé et les agriculteurs à titre général. Et puis on a vu en fait il y a actuellement un mécanisme qui a été mis en place pour accroître la production du blé. Et aussi il est intervenu pour éradiquer tous les problèmes ou les obstacles qui peuvent justement, qui étaient à un moment donné un obstacle devant l'accroissement de la production de blé. Ça, c'est sur le plan agricole. Mais sur le plan, peut-être, l'Égypte, il y a aussi, en ce qui concerne l'Égypte, le problème le plus grave, ce n'est pas, à mon avis, le blé. Le problème le plus grave, c'est que l'Égypte, certainement, a commencé à lancer énormément de projets infrastructurels d'importance capitale pour le pays, pour résoudre la plupart des problèmes du pays. Or, c'est-à-dire qu'en pleine réalisation de ces projets, tout d'un coup, la crise ukrainienne a commencé à produire des effets désastreux. Et à titre d'exemple, sur le plan, par exemple, du financement, investissement, la fuite de capitaux, à titre d'exemple, certainement, on a vu, en fait, une fuite de capitaux dans la plupart des pays du monde à cause de cette crise. Et que l'Égypte est certainement se trouve actuellement en difficulté, ce qui fait que vraiment cette crise, encore une fois, s'est convertie en un motif très puissant pour chercher à développer justement la génération de l'énergie, à titre d'exemple. Et on a vu aujourd'hui une réunion très importante tenue par le président pour mettre en place le système de la production de l'hydrogène verte. C'est-à-dire que c'est un système qui a pour objectif de transformer l'Égypte. On a un couloir par lequel passe l'énergie, passe par l'énergie vers les pays, vers l'Europe, à titre d'exemple, qui souffre énormément aussi d'une crise énergétique, parce qu'elle dépendait complètement du gaz russe. C'est important, ça. Et puis après, il a l'ambition aussi de transformer l'Égypte en centre de liaison entre donc les pays africains, les pays asiatiques, l'Europe. Et ça, c'est dans le cadre de l'énergie propre. Vous savez que l'énergie propre est un objectif majeur. Je pense que l'objectif, c'est dans l'article 11 du projet de développement durable. Vous voyez, ça, à mon avis, c'est un objectif très important. C'est-à-dire en préparation pour le sommet sur le climat, le changement climatique. Vous savez que je pense que c'est à la fin de cette année. Alors l'Égypte veut donner l'exemple. Pourquoi donner l'exemple? Parce que, en effet, pour attirer l'attention du monde, des investisseurs vers l'Égypte, ça c'est une chose. Et puis après,
l'Égypte a l'intention aussi de proposer beaucoup de solutions, énormément solutions aux pays européens, et c'est-à-dire et au Fonds monétaire international pour chercher une solution quand même, disons, équitable afin de réduire un petit peu les dettes qui assument les pays comme les Africains, à titre d'exemple, étant donné que ces pays sont vraiment la victime de la pollution, du changement climatique, dont à l'origine c'est les pays avancés. Et donc ces pays européens doivent quand même intervenir pour trouver un moyen d'alléger les dettes, le fardeau des dettes. Ça c'est une chose. Et puis après, l'Égypte actuellement, dans le cadre de l'autosuffisance, aussi sur le plan énergétique et sur le plan aussi de financement, parce qu'il faut diversifier les sources de financement afin que l'Égypte puisse aller jusqu'au bout de ses projets, de ses réalisations infrastructurelles. Et c'est pour cela, on a vu, à titre d'exemple, une réunion très importante qui s'est tenue hier, je pense, entre le ministre de Finances et le ministre aussi de la coopération internationale, enfin le ministre au niveau du gouvernement, et c'était sous l'égide de l'agence américaine pour le développement. Ça, c'est pour l'émission de titres ou de bons de trésor afin de... C'est un financement, c'est une solution alternative pour pouvoir financer les grands projets et, encore une fois, pour attirer davantage d'investissements. On a vu l'Égypte a déjà émis aussi d'autres titres, enfin d'autres obligations, je pense au Japon, c'est-à-dire à valeur de 60 milliards yens japonais, et puis après en Chine actuellement, étant donné que le Japon et la Chine sont deux marchés très importants pour marché d'obligations et de titres de trésor. Et voilà, c'est une autre source, une nouvelle source quand même fertile pour le financement des grands projets. Donc, notre stratégie, surtout maintenant, à part, bien entendu, l'énergie propre, c'est l'autosuffisance. Ah, bien sûr, et ça, je sais que c'est difficile en matière de blé. Je sais que c'est très difficile, étant donné, mais je pense que, enfin, l'Égypte dispose d'un désert, et je pense qu'il y a eu des projets qui ont été inaugurés il y a quelques jours au désert occidental, et tout ça pour cultiver le désert. Je pense que l'Égypte peut vraiment en fait, résoudre tous les problèmes par l'autosuffisance en matière de blé. Mais le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Approvisionnement ont signalé à plusieurs reprises que ce problème de l'arrêt des exportations de blé de la part de l'Ukraine n'affecteront pas l'Égypte. Écoutez, moi, certainement, il affecte l'Égypte, mais c'est-à-dire n'affecte pas, c'est-à-dire pas aussi gravement que les autres pays, par exemple. Mais il n'y a aucun pays aucun pays n'a échappé en fait à ces effets désastreux. Et quand même le blé surtout, parce que enfin notre source en fait d'importation, c'est l'Ukraine et la Russie. Et actuellement, il y a une crise. Mais je pense qu'il y a eu quand même une réunion avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'est Lavrov, ici en Égypte, et il a dit que la Russie continuera donc à exporter du blé, mais il y a quand même des difficultés actuellement à cause de la crise, mais tous les pays du monde, tous les pays. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres pays certainement qui produisent le blé, mais ils vivent de l'autosuffisance, c'est-à-dire que ces pays exportent peu. Enfin, il a voulu rassurer certainement l'opinion publique, le Premier ministre, mais quand même, et actuellement, je pense que j'ai lu dans les journaux, je pense hier, c'est qu'il y a quand même des réserves en blé qui sont suffisantes pour, par exemple, un certain nombre de mois. Donc si peut-être la crise actuellement, ou les effets de la crise, ne se font pas, en fait, voir ou entendre, ou bien, je pense que c'est peut-être plus tard, mais actuellement, il faut éviter cette conséquence. Et je pense que l'Égypte œuvre sur cette voie pour résoudre le problème du blé. Et bien sûr que maintenant que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine, aucun des deux n'a affirmé la reprise des exportations, n'est-ce pas? Non, c'est très difficile. On comprend très bien la situation, étant donné que maintenant l'Occident, actuellement, fait une certaine coalition contre la Russie, mais la Russie va trouver d'autres solutions. Et je pense que
il y aura un contre-coup majeur contre aussi l'Occident, parce que vous savez qu'il y a quand même une certaine limite. Vous pouvez justement, par exemple, imposer des sanctions économiques, mais nous sommes en présence d'un jeu de boomerang. Le boomerang, c'est quoi? Ça veut dire que vous multipliez les sanctions, mais vous ne pourrez pas échapper aux effets désastreux de ces sanctions sur vous-même. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, parce que actuellement nous vivons dans un monde mondialisé. Et puis après, c'est que actuellement il y a des pays européens qui souffrent. Regardez la Hongrie, par exemple, et aussi actuellement la Finlande. Et la Finlande, malgré le fait qu'elle actuellement elle va joindre l'OTAN, elle aussi sera soumise aux sanctions russes, c'est-à-dire à titre d'exemple exportation d'énergie ou bien de blé ou n'importe. Mais donc nous vivons dans un monde mondialisé. Aucun pays ne pourrait vraiment être à l'abri des effets de cette crise, même les pays qui infligent des sanctions à la Russie. La seule solution, ce sont les négociations. C'est l'histoire des relations internationales, et c'est la sagesse internationale nous montre que vraiment la meilleure voie, et je voudrais bien vous dire une chose, actuellement, les Américains savent qu'il y a, en secret, il y a des négociations entre les États-Unis et la Russie, les affaires étrangères américaines et aussi le ministre des Affaires étrangères russe, et même l'État au niveau d'état-major, aussi état-major russe, état-major américain, actuellement, et même, je pense que ces figures qui sont, à mon avis, très importantes, l'état-major, sont eux qui connaissent les catastrophes de la guerre et le cercle infernal des guerres. Ils savent très bien que la seule issue, ou bien la seule solution, ce sont des négociations. Mais si cette guerre a des implications tellement négatives sur l'économie de l'OTAN surtout, pourquoi l'OTAN n'intervient pas pour affirmer le refus de la candidature de l'Ukraine et fermer la porte? Vous savez, moi, c'est-à-dire que moi, quand on me pose cette question, quand on fait ce commentaire, je me rappelle vraiment la phrase importante d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une phrase pleine de sagesse. Il a dit que l'OTAN, actuellement, en fait, c'est en état de mort cérébrale. Et c'est-à-dire que il vit toujours avec cette mentalité de la guerre froide. Je pense que l'OTAN maintenant, il ne dispose pas vraiment de grande puissance comme auparavant. C'est-à-dire, il doit quand même changer son attitude. Il doit quand même voir quand même un moyen, parce que vous savez, de se développer. L'OTAN s'est constitué et né sous certaines conjonctures, et actuellement la conjoncture a changé. Alors vivre avec cette mentalité, quand même, c'est... Vous savez que voilà, sont les effets, c'est quoi? Avant, on peut s'attendre à ce que la Russie, par exemple, constitue une coalition avec la Chine et d'autres pays, bien sûr. Et dans ce cas, alors ce n'est pas dans l'intérêt de l'OTAN d'avoir un ennemi aussi de grande envergure. Et actuellement, la tension monte de plus en plus. Nous vivons une escalade de tension entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que la Chine, quand même, est une puissance très importante. Ce ne sont pas les États-Unis. Les États-Unis vivent quand même dans un rêve du passé. Docteur Essam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا ان الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات. بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني.
الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين، مثقفين، فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، ميلاد دولة جديدة، إعلان جمهورية تانية. Passons à notre dernier reportage. L'Égypte a présenté la semaine dernière un important programme de cession d'actifs publics à des investisseurs privés. Cela est intervenu dans le cadre d'un plan gouvernemental visant à se retirer complètement de certains secteurs de l'économie alors que le pays cherche à attirer 40 milliards de dollars d'investissement au cours des 4 prochaines années. Un reportage. Lors de sa réunion avec la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd, le conseiller de la ministre et membre du conseil d'administration du fonds Mohamed Abazid et le directeur opérationnel du fonds souverain d'Égypte Ayman Suleiman, le premier ministre Mostafa Madbouli a suivi les efforts du fonds souverain d'Égypte pour attirer des investissements dans les différents secteurs économiques. La ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd a signalé lors de la réunion que parmi les importants objectifs pour lesquels le fonds est créé, figure l'attraction des investissements des investisseurs régionaux et internationaux et la contribution à accroître la participation du secteur privé. Elle a indiqué que le fonds s'efforçait d'atteindre ses objectifs à la lumière des fluctuations économiques auxquelles le monde est confronté, qui affectent négativement le flux des investissements sur les marchés émergents. Malgré cela, l'Égypte reste l'un des marchés prometteurs et le point de mire des investisseurs internationaux, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans l'économie égyptienne et le programme de réforme économique, a ajouté la ministre du Plan et du Développement économique. Pour sa part, le directeur opérationnel du Fonds souverain d'Égypte, Ayman Suleiman, a passé en revue le total des investissements qui ont été réalisés et les investissements pour lesquels des accords contraignants ont été signés, précisant que 21 projets sont à l'étude en 2022 dans ces différents secteurs.